Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour finir cette semaine en beauté, Franck Ferrand nous emmène au cœur de l'histoire de Victor Hugo. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On peut dire en effet de l'exil du grand homme qu'il a bien été le point d'inflexion, le pivot de son existence et le creuset d'une part importante de son œuvre. Vous m'avez compris, c'est à Jersey et à Guernesey que nous nous rendons cet après-midi en compagnie de Jean-Marc Ovas. Et à 15h, nous serons rejoints par le directeur de la maison de Victor Hugo, Gérard Audinet. Oui, pour visiter avec lui les demeures d'exil de Victor Hugo, Marine Terrace, Hauteville House. Un petit peu d'iode anglo-normand dans ce début de week-end sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes à Bruxelles le 12 décembre 1851. Un ouvrier typographe du nom de Jacques Firmin Lanvin débarque sur le quai de la gare du Midi. Personne ne lui prête vraiment attention. Nous sommes 10 jours exactement, 10 jours après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait été élu président de la République en 1848, en décembre 48. Or, sous l'identité d'emprunt de ce Lanvin se cache en réalité un homme qui a défié le gouvernement, un homme de génie qui incarne, qui résume à lui seul son époque, Victor Hugo. Ses activités de résistance l'ont contraint à l'exil. Or, cet exil va durer près de 2 décennies, pendant lesquelles il se consacrera à ses plus grandes œuvres, un exil qui donc commence à Bruxelles. Ce 12 décembre, une amie de Juliette Drouet vient chercher Hugo à la gare du Midi. Elle le conduit à l'hôtel de la Porte Verte, nous sommes 31 rue de la Violette, où Victor Hugo va demeurer quelques semaines avant de s'installer carrément sur la Grand Place de Bruxelles. Il écrit à sa femme Adèle: « Je mène une vie de religieux, j'ai un lit grand comme la main, 2 chaises de paille, une chambre sans feu, ma dépense en bloc est de 3 francs 100 sous par jour, tout compris. Nous sommes pauvres, ajoute Hugo, j'use mes vieux souliers, j'use mes vieux habits, c'est tout simple, toi tu supportes les privations, les souffrances même, souvent l'extrême gêne, c'est moins simple puisque tu es femme et mère, mais tu le fais avec bonheur et grandeur. » Bon, quelques mots qui ne coûtent pas cher, somme toute, dans une lettre à Juliette. Datée du 21 mai 1852, Hugo écrit « Je suis proscrit, ruiné, banni, dépouillé, vaincu, mais le ciel est bleu en moi. » Dans ses carnets du 22 janvier 52, il note « J'aime la proscription, j'aime l'exil, j'aime la pauvreté, j'aime l'adversité, j'aime tout ce que je souffre pour la liberté, pour la patrie, pour le droit. J'ai la conscience joyeuse. » Il dira également « En vous retirant tout, on vous a tout donné. » À Bruxelles, Hugo passe le plus clair de son temps à travailler sans relâche à un pamphlet vengeur qu'il écrit avec une indignité, une férocité sans pareil, un pamphlet contre le nouveau régime et qu'il va intituler « Napoléon le Petit ». Bonaparte est un homme de moyenne taille, froid, pâle, lent, qui a l'air de n'être pas tout à fait réveillé. C'est un personnage vulgaire, puéril, théâtral et vain. Ce dictateur s'agite, rendons-lui justice, convient l'écrivain. Il ne reste pas un moment tranquille. Il sent autour de lui avec effroi la solitude et les ténèbres. Ceux qui ont peur la nuit chantent, lui se remue. Il fait rage, il touche à tout, il court après les projets. Ne pouvant créer, il décrète, il cherche à donner le change sur sa nullité. C'est le mouvement perpétuel. Mais hélas, cette roue tourne à vide. Hugo sait très bien qu'en publiant ce brûlot, il s'expose à certaines gênes, à la persécution, disons-le, et d'autant qu'une loi sanctionne désormais les délits de presse commis à l'étranger par des Français. Victor Hugo va donc devoir bientôt partir. Alors où aller ? Il songe à l'île de Jersey. Tous les proscrits disent qu'on y est admirablement, écrit-il à Adèle le 19 avril 52.
il se rendra à Jersey depuis Anvers avec Charles, tandis qu'Adèle et sa fille l'y rejoindront par un bateau au départ du Havre. Victor Hugo a prévenu Juliette Drouet, qui embarque également pour Jersey, mais discrètement, elle, sur un autre paquebot. Il ne faut pas bien sûr qu'on sache qu'elle l'accompagne. Le 1er août 1852, Hugo s'apprête donc à traverser la Manche à la rencontre de l'atmosphère envoûtante et humide, mélancolique et solennelle des îles anglo-normandes. La scène du départ nous est décrite par Jean-Marc Ovas. À 3h de l'après-midi, les convives échauffés accompagnèrent Victor Hugo comme un seul homme sur le quai d'Anvers, où le Ravensbourne allait appareiller pour Londres. La foule était déjà au rendez-vous comme un violent orage qui ne la dispersa pas. Les femmes agitaient des mouchoirs, les hommes criaient « Vive Victor Hugo !» Alexandre Dumas, qui arborait un magnifique gilet blanc et dont la tête haute dépassait toutes les autres, voulut être le dernier à embrasser Victor Hugo. Cet épisode, aussi mémorable que les adieux de Fontainebleau, le contraste mêlé de larmes et de pluie entre le gilet blanc et l'habit noir, le bonheur collectif sur la terre et le deuil maritime de soi-même, le jour encore belge et la nuit anglaise, Waterloo et Sainte-Hélène, tout cela aura sa place dans le poème des Contemplations dédié au grand Alexandre. Et là on cite Hugo. Toi debout sur le quai, moi debout sur le pont, vibrant comme deux luttes dont la voix se répond. Aussi longtemps qu'on put se voir, nous regardâmes l'un vers l'autre, faisant comme un échange d'âmes. Et le vaisseau fuyait, et la terre décrut, l'horizon entre nous monta, tout disparut. Une brume couvrit l'onde incommensurable. Tu rentras dans ton œuvre éclatante, innombrable, multiple, éblouissante, heureuse, où le jour, lui, et moi, dans l'unité sinistre de la nuit. Un extrait du 3e mouvement de la sonate numéro 17 de Beethoven, La Tempête sur Europe 1. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Victor Hugo et vous parle de son exil. Victor Hugo a quitté Bruxelles, direction Jersey. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'exil de Victor Hugo, qui, on vient de le voir, quitte désormais Bruxelles pour s'installer à Jersey, cette île anglo-normande. Alors justement, je me demandais, avant de reprendre son itinéraire, ces îles anglo-normandes, elles sont plutôt anglo ou plutôt normandes ? Elles sont un peu les deux, disons-le. Elles sont tout près de la France, hein, Ouais. vous savez. Ce sont les Channel Islands, comme les appellent les Anglais. Elles ne sont pas françaises, bien qu'elles aient une culture normande et qu'elles soient de langue française. En vérité, sans appartenir directement, sans être intégrées au Royaume-Uni, elles relèvent de la couronne d'Angleterre. C'est un peu subtil tout ça. Elles ont été peuplées il y a très longtemps, hein, au 9e siècle avant notre ère, par des Celtes, bien sûr. Les Normands s'en sont emparés dès 933. Or, vous savez qu'en 1066, évidemment, Guillaume, le Normand, le duc de Normandie, devient le roi d'Angleterre. Et en 1204, quand le roi Jean Santerre, dont nous parlions, eh ben voilà, vous voyez les liens entre les émissions, lorsque Jean Santerre perd la Normandie, les îles, donc anglo-normandes, c'est que, comme nous les appelons nous, lui restent fidèles. Et évidemment, si Victor Hugo choisit cette terre d'exil, c'est que il n'est plus sous le droit français, il va bénéficier du droit d'asile anglais, un peu subtil, mais sans avoir à parler anglais, puisqu'évidemment on y parle français dans ces îles. C'est le 5 août 1852, on y parle essentiellement français, c'est le 5 août 1852 que l'écrivain débarque au port de Jersey sous les acclamations des habitants de l'île et de tous les proscrits qui se sont rassemblés là, évidemment, pour l'accueillir. Et plutôt que la pluie, plutôt que le brouillard et cette mer un peu déchaînée, Hugo trouve un ravissant pays. Je le cite. Tout y est beau ou charmant. On passe d'un bois à un groupe de rochers, d'un jardin à un écueil, d'une prairie à la mer. S'il y avait de beaux exils, Jersey serait un exil charmant. C'est le sauvage et le riant mariés au beau milieu de la mer, dans un lit de verdure de 8 lieues carrées. La famille Hugo s'installe dans une maison au bord de la mer, une maison un peu isolée. Quant à Juliette, elle s'installe seule de son côté dans un petit appartement d'un cottage du nom de Nelson Hall,
un appartement que l'écrivain a loué pour elle, c'est toujours le même principe. Elle lui écrit « Nous verrons si la vue de l'océan nous inspirera mieux que la grande place de Bruxelles et si mon cottage sera plus fêté que la chambre du passage Saint-Hubert. » Oh, la pauvre, effectivement, la vue de l'océan va inspirer Hugo et devant ce vaste horizon, il écrit chaque jour des vers, j'allais dire à la douzaine, pardon. Face à la mer, le poète se révèle dans toute sa dimension. Il faut travailler ou périr d'ennui et de néant, dit-il. Le résultat de ce travail, ce seront les châtiments, bien sûr, et puis plus tard, ce sera les contemplations. Hugo a structuré ce recueil qui va paraître en France en 1856 en 2 parties. 1831-1843, c'est l'autrefois doux et agréable, et 1843-56, l'aujourd'hui sombre et funeste. La coupure, mais la coupure, vous aurez remarqué la date, 1843, c'est la mort de sa fille, bien sûr. La disparition tellement dramatique de Léopoldine, à qui un grand nombre de poèmes sont dédiés. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Vous connaissez ça, je m'en dirai. Ouais, je sais que tu m'attends. Hugo, de toute façon, va écrire énormément à cette époque. Il est inspiré véritablement. À Jersey, on peut dire que ce ne sont pas seulement des poèmes sombres qui sortent de sa plume, c'est un grand nombre aussi de poèmes lumineux qui sont antidatés pour essayer de préserver la symétrie du livre. Bien sûr, tout ce qui est beau est renvoyé avant 1843. Par ailleurs, le poète va poursuivre son activité, comment dira-t-on, d'opposition, de résistance au régime de Napoléon III. Il discourt devant les proscrits, il tente de maintenir chez eux la flamme du combat. Il aide les plus démunis en mettant en place une caisse commune. Il fait des dons d'argent, il invite les habitants de l'île à sa table. Le 2 décembre 1852, 4 mois après son arrivée à Jersey, le gouvernement français autorise le retour sans représailles de tous ceux qui s'engageraient à ne rien faire contre l'élu du pays. L'élu du pays, parce qu'entre-temps, il y a eu plébiscite, etc. 2 décembre 52, vous voyez bien que c'est l'anniversaire du coup d'État, bien entendu. Victor Hugo refuse de rentrer. À propos des proscrits qui cèdent au retour, il écrit « Je leur pardonne et je les plains ». Jersey, c'est Hugo l'endurci héroïque, l'engagé solennel, l'âme de la résistance, mais c'est aussi le mystique, le métaphysique d'une certaine manière, puisqu'il va s'ouvrir à ce moment-là à certaines expériences de surnaturel. C'est le 6 septembre 1853 que Delphine de Girardin débarque à Jersey. C'est elle qui va initier Hugo à cette pratique alors tellement en vogue dans les cercles mondains et notamment parisiens, le fameux spiritisme, vous savez. On fait tourner, on fait parler les tables. Et c'est ainsi qu'on va voir Hugo et sa famille, leur ami Auguste Vacry, Delphine de Girardin, bien sûr, se mettre à table, si j'ose dire, pour la première fois, le 7 septembre. Alors, Hugo est très sceptique au départ. Je me rappelle une conférence incroyable que nous avait donnée Alain Decaux au Théâtre Impérial de Compiègne il y a quelques années. Il expliquait comment tout ça s'est fait. Delphine de Girardin qui essaie de distraire ces pauvres exilés qui n'ont pas tous les jours une belle distraction à se mettre sous la dent. Et Hugo qui, lui, très à l'écart, ne veut rien entendre de tout cela. Et puis, il découvre peu à peu que par la bouche d'ombre, comme il dira plus tard, c'est sa fille qui s'exprime. C'est un moyen qu'il aurait trouvé d'entrer en contact avec les mânes de Léopoldine. Et là, d'un seul coup, celui qui, d'un scepticisme irrémédiable, se montrait quasi hostile au spiritisme, va devenir le plus fervent adepte de cette pratique dont il va finir par faire quasiment un genre littéraire. Et les tables de Jersey ne vont plus cesser de parler pendant un certain temps. Voilà comment Victor Hugo arrive à surmonter non seulement l'exil, mais aussi, d'une certaine manière, la mort. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte l'exil de Victor Hugo. Alors si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Franck Ferrand et son invité y répondent jusqu'à 15h. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook Au Cœur de l'Histoire et Twitter avec le hashtag ACDH. Et de 15h à 15h30, suivez-nous, nous irons visiter ensemble Guernesey. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Victor Hugo, au cœur de l'histoire de ses exils. Nous sommes à
Jersey cet après-midi, pour l'instant en tout cas. Oui. Et Victor Hugo, il découvre le spiritisme. Oui, alors ce qui est assez amusant dans les transcriptions qu'on a de ces fameuses séances de la table de Jersey, c'est que les esprits parlent avec un ton singulièrement hugolien quand même. Ah oui. Comme par hasard. Oui, comme par hasard. Et puis alors, ça permet à Hugo d'entrer en contact avec tous les plus grands personnages, avec Moïse, avec Chateaubriand, Shakespeare, Aristote, Jeanne d'Arc et Jésus-Christ. Enfin bon, oui, Hugo est en famille, si l'on peut dire. L'expérience s'arrête brutalement en 1855, certainement parce qu'un des participants, Jules Alix, a été pris au cours d'une séance d'une crise de folie, il faut bien le dire, de démence. D'ailleurs, il va tomber vraiment, lui, dans la folie et finir aux petites maisons de Charenton, vous savez, dans un asile d'aliénés. Et puis peut-être que la bouche d'ombre a dit tout ce qu'elle avait à dire. Cette année 55 constitue un tournant. Au mois d'octobre le 27, Hugo est en effet expulsé de Jersey parce que dans un journal contestataire qui s'appelle L'Homme, il a pris parti. 4 jours plus tard, Hugo et les siens, ainsi que Juliette, embarquent sur une mer agitée, sous la pluie, les rafales de vent, éclaboussés par des vagues énormes. Les voilà partis vers une autre île anglo-normande, toute proche, c'est Guernesey. Nous verrons quelles ont été les circonstances précises du départ de Victor Hugo de Jersey et pourquoi. Qui d'abord lui en a voulu et pourquoi. L'immense succès qu'ont rencontré les Contemplations, et un succès qui lui a apporté 20 000 francs de droits d'auteur, lui permet de faire l'acquisition d'une maison près du port de Saint-Pierre. La maison s'appelle Hauteville House et désormais, Victor Hugo sera propriétaire, n'ayant plus la patrie, je veux avoir le toit, dit-il. Il ne pourra plus se faire expulser de Guernesey, c'est au moins l'avantage, il va y rester 14 ans. Hauteville House est une ancienne demeure de corsaires au style très anglais, dans laquelle vont naître sous la plume du maître des lieux ses plus grands romans. La maison est aménagée dans un style qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs en partie celui de la maison de la place des Vosges à Paris, vous savez, encombré d'objets, de mobilier chargé de symboles. Il y a le fauteuil des ancêtres, le portrait de Léopoldine, et tous ces objets évidemment sont marqués du sceau du poète. Véritable autographe de 3 étages, un poème en plusieurs chambres, dira Charles Hugo. Les femmes logent au premier étage, les hommes au second. Au troisième, Hugo aménage un vaste espace entouré d'une verrière dont le plafond transparent donne sur l'immensité du ciel. Vous imaginez cette verrière, cette véranda suspendue entre mer et ciel. C'est là, dans ce fameux lookout, qu'il travaille debout face aux flots déchaînés. Ou face à la mer calme. Par temps clair, on dit qu'on peut apercevoir les côtes françaises. Ça, c'est très important pour lui, bien sûr. Il se lève à l'aube. Il écrit tous les jours jusqu'à midi dans cette espèce de belvédère dont les vitres laissent entrer accrus les rayons d'un soleil qui lui brûle parfois le corps. À midi, il se met entièrement nu et s'asperge d'eau glacée avant de se frictionner le corps avec un gant de crin. Nous visiterons la maison tout à l'heure et nous reviendrons évidemment sur la vie quotidienne qu'on pouvait mené à Hauteville House. Les personnes qui passaient dans Hauteville Street à ce moment-là et qui levaient les yeux vers la cage de verre pouvaient voir la blanche apparition, dit Paul Stapfer. Après le déjeuner, alors que chacun va qu'à ses occupations, Adèle à la préparation du dîner, la fille Adèle au piano, Charles à la rêverie, Hugo va rejoindre Juliette, bien entendu. André Mauroy nous dit qu'on lui avait trouvé une charmante villa, la Fallue, si proche de Hauteville House qu'elle pouvait voir son demi-dieu faire sa toilette sur la terrasse. Chaque matin, elle guettait le petit lever pour repaître ses regards de ce corps tant aimé. Elle est là, la fidèle Juliette, qui ne décrochera jamais. Dès 1860, Hugo se plonge dans ce qui sera son plus grand roman d'exil, Les Misérables, évidemment, publié 2 ans plus tard, en 62. Bien sûr, il faut tout de suite préciser qu'il n'a pas écrit ce roman en 2 ans. Les Misérables sont le résultat de de nombreuses années d'un travail entamé bien avant l'exil, sous la forme d'un roman qui s'appelait d'abord Jean Tréjean, puis Les Misères, roman dans lequel étaient déjà présents les personnages qui depuis ont fasciné l'imaginaire collectif, Cosette, Fantine et Jean Valjean, bien entendu, qui incarne à lui seul l'idée de rédemption du peuple. Ma conviction est que ce livre sera un des principaux sommets, sinon le principal de mon œuvre, écrit Hugo à son éditeur, La Croix.
À cette époque, il écrit également William Shakespeare, Les Travailleurs de la mer, L'Homme qui rit. Il prend des notes pour son 93. 1870, nous y voilà, c'est la défaite de Sedan. Cette fois, c'est au tour de Napoléon III de connaître l'exil en Angleterre. Eh bien, Hugo peut rentrer, il ne tarde pas. Il écrira un texte 5 ans plus tard, en 1875, Ce qu'est l'exil, dans lequel il revient sur ses années anglo-normandes. L'exil, c'est la nudité du droit, rien de plus terrible. Pour qui? Pour celui qui subit l'exil? Non. Pour celui qui l'inflige, dit-il. Le supplice se retourne et mord le bourreau. Quoi que fassent les tout-puissants momentanés, l'éternel fond leur résiste. Ils n'ont que la surface de la certitude. Le dessous appartient au penseur. Puisqu'il est au bord de la mer, que l'exilé en profite, que cette mobilité sous l'infini lui donne la sagesse, qu'il médite sur l'émeute éternelle des flots contre le rivage et des impostures contre la vérité. Les diatribes sont vainement convulsives, qu'il regarde la vague cracher sur le rocher et qu'il se demande ce que cette salive y gagne et ce que ce granit y perd. Tels sont les petits côtés de l'exil. Voici les grands. Songer, penser, souffrir, être seul et sentir qu'on est avec tous. Bonjour Jean-Marc Ovas, merci d'être avec nous pour parler de l'exil de Victor Hugo, de ce creuset qui a été évidemment la longue période d'absence du poète et en même temps de ce que ça lui a apporté, je dirais ce que ça a apporté à sa postérité. Nous venons à tout cela avec vous dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Victor Hugo cet après-midi et de son exil, d'abord à Bruxelles, puis à Jersey et Guernesey. Cet exil, nous allons le revivre avec Jean-Marc Ovas. Il est directeur de recherche au CNRS. Il a publié Victor Hugo avant l'exil, Victor Hugo pendant l'exil, tout cela chez Fayard. Et il devrait publier prochainement Victor Hugo pendant l'exil 2 et Victor Hugo après l'exil. Voilà, comme ça ce sera complet. Alors, Jean-Marc Ovas, ce que je voudrais, si vous êtes d'accord, c'est que nous revenions quelques instants, mais pour préciser un peu les choses, sur la période précédant l'exil. C'est-à-dire qu'on a évidemment de Victor Hugo l'image de l'opposant absolu à Napoléon III, d'un grand ennemi à son régime. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après avoir été un familier du roi Louis-Philippe, Victor Hugo avait commencé par être un partisan du prince président de Louis-Napoléon Bonaparte. Un partisan par défaut. Par défaut, disons voilà. qu'il y avait deux candidats. Il y en avait un dont il ne voulait absolument pas, qui était le général Cavaignac, qui avait tiré sur le peuple, etc. Et vraiment, il ne voulait pas de lui. Donc, il a rallié à la fin, de façon un peu surprenante, parce qu'on aurait plutôt attendu qu'il soutienne Lamartine, mais Lamartine était perdu. Il y avait plus personne pour lui. Donc, à la fin de l'année, à la première élection présidentielle au suffrage universel, à la fin de l'année 48, il a pris le parti, et avec son journal et son parti, il a pris le parti de Louis-Napoléon Bonaparte, qui se présentait avec un vernis socialiste, comme il dira plus tard. C'était un candidat plutôt centre-gauche quand il se présente. Et puis, il se rend compte assez vite qu'il a fait une erreur, voyant que la politique de Louis-Napoléon Bonaparte consiste à revenir sur tout ce qu'il a promis et petit à petit mettre en place les hommes de son entourage proche et mener une politique intégralement opposée à celle qu'il avait promise. Donc parallèlement, Hugo passe dans l'opposition progressivement. Voire même à rétablir l'empire de son oncle Napoléon Ier. Ah bien sûr, rapidement, au bout d'1 ou 2 ans, on comprend quel est son but. Et donc quand Hugo passe vraiment dans l'opposition, c'est au moment où il franchit le Rubicon, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est au moment où il fait un coup d'État parce que il n'arrive pas à obtenir la majorité à l'Assemblée suffisante pour lui permettre de réviser la Constitution et de se présenter une deuxième fois. Donc il fait un coup d'État et ça c'est le moment donc il transgresse sa parole, il revient sur ce qu'il a promis et c'est le moment vraiment définitif où Hugo passe dans l'opposition et prend la tête de l'opposition. Et là, il n'a pas d'autre choix que de fuir. Donc dans un premier temps... Si, d'abord il essaye de mener la tête de l'opposition, il essaye de réveiller le peuple, il signe
de son propre nom, il signe un appel aux armes, ce qui n'est pas rien. Mais le peuple, il y a eu les épisodes de juin 48 dont il se souvient, le peuple a été un peu lâché par la République quelques années auparavant et refuse de prendre le parti de la République. Et donc Hugo, pendant 10 jours, reste à Paris pour essayer de voir s'il n'y a pas possibilité de soulever le peuple. Et bien sûr, il n'y arrive pas. Et donc, voyant cela, sachant qu'il est poursuivi, il est rentré dans la clandestinité, il dort dans une adresse différente chaque soir ou tous les 2 soirs, il finit par, comme vous l'avez raconté, prendre... Juliette Drouet lui procure un papier, des faux papiers, et il s'habille en ouvrier typographe en bleu de travail, et voilà. Donc c'est comme ça qu'il quitte la France par la gare du Nord pour comme tous les proscrits de l'époque, pour la frontière la plus proche, c'est-à-dire la Belgique. Voilà. Oui, c'est pas encore le Victor Hugo aux cheveux à la crinière blanche et à la grande barbe. Il n'est pas barbu, ça, oui. On a toujours du mal à y penser, parce qu'il a eu la barbe finalement assez tard, au moment de la publication des Misérables, pas avant. Donc ceci dit, il était quand même déjà assez connu, puisque il n'y avait pas encore la photographie, mais il y avait des lithographies, il avait été quand même suffisamment représenté. Et caricaturé aussi, d'ailleurs. Et caricaturé, bien sûr. Mais donc là, il se déguise, il est très mal, il sort de 10 jours de clandestinité, il est mal rasé, il a une allure d'ouvrier. Oui, c'est crédible. Ça peut être crédible. Il va d'ailleurs s'installer à Bruxelles dans des conditions assez modestes au départ. Très modestes. Donc il part en laissant tout derrière lui. La chose la plus importante qu'il laisse et que Juliette lui apporte quelques jours plus tard, c'est la fameuse malle au manuscrit qui contient les Misérables, la première partie des Misérables, entre autres, et bien d'autres œuvres. Et donc elle le rejoint quelques jours plus tard avec la fameuse malle au manuscrit. Son intention à l'époque, c'est d'écrire contre le coup d'État, d'écrire contre ce... Oui, il était donc représentant du peuple, il était député, et il estime que son mandat ne s'est pas terminé de cette façon brutale, et donc son but, c'est de témoigner, de continuer son mandat en témoignant par écrit de ce qu'il a vu, c'est-à-dire les massacres sur les grands boulevards et tout ce qu'il a vu du coup d'État, et il veut en faire le récit. Il veut écrire l'histoire d'un crime. Il veut écrire l'histoire d'un crime, absolument, et ça lui prend beaucoup de temps, puisque il veut devenir historien, ce qui n'a pas encore été véritablement dans sa vie. Donc il raconte ce qu'il voit, mais ça suffit pas. Il interviewe vraiment tous ceux qui ont franchi la frontière, donc tous les proscrits, et il essaye de raconter un panorama le plus complet de ces quelques journées de décembre. Quel est son état d'esprit à ce moment-là ? Il est très en colère. Il franchit la frontière extrêmement en colère, furieux et exalté, avec vraiment la mission qu'il sent, dont il est investi de représenter la France dans tout ce qu'elle a de meilleur, alors que c'est un usurpateur qui a pris le pouvoir en France. On ne verra jamais l'histoire d'un crime publié. On la verra beaucoup plus tard, parce que il est rapidement débordé par la tâche, puisqu'il travaille énormément et les papiers s'accumulent. C'est à ce moment-là que, débordé par le travail qu'il a, il se dit j'arriverai pas à le finir tout de suite. Donc il passe au pamphlet Napoléon le Petit. Il le reprendra bien des années plus tard. À un moment aussi, un tournant crucial de la politique française, qui est vers 1877, le moment du coup d'État possible de MacMahon. Donc voilà. Donc, la Belgique est un jeune État à l'époque. Quelles sont les relations entre Victor Hugo et les Belges ? Alors il arrive un peu favorisé par rapport à tous ces malheureux qui franchissent la frontière. Il n'est pas seul. Il y a un afflux de proscrits. Lui était une personnalité très importante de la monarchie de Juillet, et donc il a déjà fréquenté. Il connaît le bourgmestre de Bruxelles, ce qui est Charles de Broekers, ce qui est déjà pas mal, et il connaît aussi le ministre de l'Intérieur, Charles Rogier. Donc c'est vraiment, il n'est pas accueilli à bras ouverts, mais beaucoup mieux que les autres, qui sont quand même assez pourchassés par la police, très poursuivis. Ils n'ont pas le droit de s'installer. Ils sont assignés à résidence dans différentes villes du royaume, de préférence les villes où on parle pas français, pour qu'ils puissent pas faire de prosélytisme. Donc du coup, lui a un statut un peu favorisé. Simplement, on lui fait bien comprendre, comme il les connaît, c'est en termes amicaux, que s'il écrit quelque chose contre le voisin, contre la France, il faudra qu'il s'en aille. Oui, et c'est ce qu'il va faire, puisqu'il publie le fameux Napoléon le Petit. Donc il n'est pas expulsé, il part de lui-même, mais il savait très bien qu'il était expulsé à partir du moment où il serait resté, au moment où il publie. Quand il s'embarque vers les îles anglo-normandes, le livre est sous presse. Oui.
Mais tout ça a été, si je puis dire, préparé et programmé. Il n'est pas obligé de partir parce qu'il a publié. Il savait qu'en publiant, il partirait. Donc il a organisé son départ. Oui, mais il a évité à la Belgique de l'expulser, ce qui n'aurait pas manqué de se passer. Alors il choisit donc l'île de Jersey. Je disais qu'il avait choisi les îles anglo-normandes parce qu'on y parlait français. C'est la raison ? On y parlait français. Si vous y allez aujourd'hui, vous verrez qu'on y parle plus du tout français. Fini, oui. Et on y parlait un peu plus qu'aujourd'hui, mais pas non plus beaucoup. C'était quand même déjà anglophone de façon majoritaire, mais on pouvait quand même s'exprimer en français. Mais c'était quand même déjà plus anglophone. Et puis c'est des îles qui ont accueilli aussi des proscrits depuis très longtemps. Il y avait son grand modèle Chateaubriand qui est passé aussi autrefois. Il n'est pas le premier à débarquer là-bas. Non, il y a des proscrits de toute l'Europe déjà, des proscrits des différentes révolutions de 48. Donc il y a des Hongrois, des Polonais, des Allemands, des Anglais. Il y a toutes sortes de gens. Donc évidemment, quand il arrive là-bas, Hugo sort d'une longue période extrêmement difficile de combats politiques acharnés. Il a dû passer par toutes les étapes tellement difficiles que vous venez de nous raconter. Et il arrive à Jersey et c'est un choc. On pourrait penser que c'est un choc terrible, un choc négatif. Pas du tout. C'est un choc qui pour lui se révèle salutaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Victor Hugo et de ses exils avec Jean-Marc Ovas. Il est directeur de recherche au CNRS. Alors Jean-Marc Ovas, nous sommes donc à Jersey et Victor Hugo découvre la nature forte, pure, j'allais dire à l'état brut. Oui, c'est un véritable choc parce que finalement, il a été essentiellement citadin pendant toute sa vie, jusque-là. Et plus effectivement les épisodes très très tourmentés qu'il a traversés précédemment. Et donc là, c'est une rencontre extraordinaire avec la nature. Elle est prévue, parce que quand il est à Bruxelles, déjà il écrit quand je serai à Jersey, je me remettrai à écrire de la poésie, etc. Donc c'est quand même un peu anticipé, mais il n'empêche que c'est un véritable choc. Et c'est très beau, Jersey. C'est magnifique. Les îles anglo-normandes dans l'ensemble sont extraordinaires, oui. Il y a le rock, ça lui plaît, la force des flots, l'espèce de vivacité d'une nature en même temps à la fois luxuriante et variée. Donc tout ça lui plaît, bien sûr. Très variée, alors que c'est une île qui est quand même pas immense. C'est son compagnon d'exil, Vacry, qui était parfois plus sarcastique, qui le dit. On se rend compte au bout d'un certain temps qu'une île est une île. On en a fait le tour. Voilà, surtout qu'ils en faisaient régulièrement le tour pour se promener. Mais c'était une île avec des paysages extrêmement variés, ne serait-ce qu'entre la côte sud et la côte nord, par exemple, il y a on peut trouver tout ce qu'on veut. Alors que fait Victor Hugo quand il n'écrit pas ? Comment est-ce qu'il s'occupe, si je puis dire, dans cette île de Jersey ? Il se promène beaucoup, parce que de tout temps, Baudelaire le raconte, mais on a bien d'autres témoignages, il compose en marchant. C'est quelque chose qui est vraiment très spécifique. C'est un homme debout, lui. Voilà. Et il écrit debout aussi, d'ailleurs. Il écrit debout, mais il compose en marchant, ce qui est encore différent. C'est-à-dire que même sûr, voilà, donc on a l'impression qu'il avait une première phase de composition intérieure et qu'il écrivait assez rapidement ensuite. Donc ils se promènent beaucoup. Ils font régulièrement le tour de l'île et puis surtout ils se baignent. Ils se baignent tous autant qu'ils sont. Avec ses fils, il y a des concours de nombre de baignades. Et quand on connaît les îles, on se rend compte que c'est héroïque parce qu'ils se baignent à peu près du mois de mars au mois de novembre. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en ce milieu de 19e siècle, on s'adonne déjà dans l'entourage de Victor Hugo à la photographie. La photographie, c'est un des grands... On parle toujours des tables tournantes, mais la photographie, ça a été une des grandes révélations de Jersey aussi. C'est cette époque tout à fait contemporaine de la découverte de la photographie, et c'est Charles, le fils un des deux fils de Victor Hugo, qui se passionne pour ce nouveau médium ou média, et qui va prendre des cours et qui apporte du matériel. C'était très lourd et compliqué à l'époque, et c'est comme ça qu'on a une série magnifique de photographies. Victor Hugo apparaît enfin à l'image à cette époque-là dans ce qu'on a appelé l'atelier photographique de Jersey. Dans la maison, il garde la salle du bas, la serre, pour en faire un atelier de photographie.
et ils ont l'idée de faire un livre illustré, ce qui est incroyable parce que la photographie ne fait que commencer. Eux, ils ont déjà l'idée de préparer un livre sur les îles anglo-normandes, sur Jersey et les îles anglo-normandes. Lui-même se fait photographier sur des rochers, etc. Et lui-même voit tout de suite le parti qu'il peut tirer de ce nouveau média. Puisqu'il est expulsé de France, il va pouvoir y rentrer par l'image. Et donc, il fait des portraits certains très célèbres, effectivement. Hugo sur son rocher, tournant le dos à la France, ou Hugo adossé au rocher. Enfin bref, l'incarnation même de l'opposition à Napoléon III. Exactement. Et ça a été très réussi puisque ces images ont traversé le temps jusqu'à aujourd'hui. À la cour, dans l'entourage de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, on aimerait que Hugo revienne en France. Bien sûr, on a quelquefois pensé même que Delphine de Girardin, la fameuse épouse de l'inventeur de la presse, serait peut-être venue aussi pour le faire revenir, ou du moins pour négocier qu'il renonce à publier Châtiment. Oui. Il avait déjà publié Napoléon le Petit, mais on savait qu'il allait le publier Châtiment, qui est, comme il dit, Napoléon le Petit, mais en vers cette fois. Et donc, peut-être, sans doute, elle est venue pour essayer de le distraire. Et finalement, la négocier. Visite de Delphine de Girardin va avoir une toute autre conséquence. Et oui, c'est donc elle qui essaye de initie, peut-être pour les occuper aussi, pour les distraire, pour les distraire, qui importe la mode des tables tournantes et qui essaye de les faire marcher. Ça marche pas tout de suite d'ailleurs dans l'île. Et alors, encore une fois, c'est Charles Hugo, hein, c'est le fils qui est tout de suite converti et convaincu et qui en fait beaucoup. Adèle, Madame Victor Hugo aussi. Ce sont un peu les deux. Victor Hugo s'y intéresse, mais il ne faut pas croire deux choses. D'abord qu'il assistait à toutes les séances, ce qui est loin d'être vrai. Et d'autre part, l'œuvre qui en résulte, donc les procès-verbaux des tables parlantes, ce n'est pas une œuvre de Victor Hugo, c'est une œuvre collective. Même si, effectivement, elles ont le style de Victor Hugo, mais autour de lui, on parlait un peu comme Victor Hugo. Et puis vous-même, quand vous lisez, au fur et à mesure, vous avez le rythme dans la tête et on prend le ton. Donc voilà. Et alors dans l'entourage, c'est encore plus marquant. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que cet éloignement, cette forme d'isolement même, a permis à Hugo de mûrir politiquement ? Je pense que son évolution politique était terminée avant qu'il ne parte en exil. Donc politiquement, en gros, tout est fixé à la fin de cette Deuxième République où il a été essentiellement un homme politique. Il ne publiait plus de livres littéraires, il publiait plus que des discours politiques. Il lui a permis de mûrir certainement littérairement et disons d'intégrer tous ces thèmes politiques à la littérature. C'est le fait de Châtiment pour les poèmes, et ce sera de façon plus spectaculaire encore le fait du roman Les Misérables, puisque dans Les Misérables on retrouve tous les aspects de la pensée politique de Victor Hugo. Il lui arrive de continuer à faire des pamphlets, des articles, il prend de position, bien entendu. Oui. Alors, il utilise les différentes cérémonies qui se passent à Jersey, qui sont les anniversaires de la Révolution française, par exemple, de février 48. Donc là, il y a des discours des proscrits français. Il y a aussi des discours pour les anniversaires de la Révolution polonaise. Et souvent, il prend la parole. Et puis, encore plus, ces cérémonies tristes et funèbres que sont les enterrements de proscrits, parce qu'il y a des proscrits qui meurent, ils sont quand même assez misérables et vivent dans des conditions tristes. Il y a des proscrits qui sont expulsés de Jersey. Non, ça c'est à la fin, c'est vraiment exceptionnel. Normalement, les îles anglo-normandes étaient des îles traditionnellement accueillantes. Mais alors comment expliquer ça justement ? Il s'est passé une chose, c'est aussi Vacry qui le raconte, en Angleterre on peut tout dire, tout faire, on est très libre, sauf une chose, on ne peut pas mal parler de la reine. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans le journal des proscrits, un proscrit qui était à Londres, Félix Piat, qu'on reverra sous la Commune, enfin Félix Piat, donc, qui était un proscrit très engagé, écrit une lettre assez ordurière, pas maligne en tous les cas, attaquant la reine d'Angleterre parce que à cause de l'alliance avec Napoléon III. Et cette lettre qui est passée à Londres comme une lettre à la poste, si l'on peut dire, est reprise quelques semaines plus tard par le journal de Jersey qui la publie en la signant Félix Piat. Bref, il publie cette lettre. Et là, agitation terrible dans l'île, l'île se soulève en disant que c'est scandaleux et obtient de faire expulser le propriétaire du journal, le rédacteur en chef, les trois responsables de ce journal.
Hugo n'était pas dans la rédaction du journal spécialement. De temps en temps, il y publiait, mais incidemment. Mais il trouve ça scandaleux qu'on puisse expulser des proscrits de Jersey. Et donc, il signe un appel à solidarité avec eux en disant à la fin, si vous n'êtes pas d'accord, expulsez-nous. Et c'est ce qui s'est produit, donc ils sont tous expulsés ensemble. C'était un défi et c'est un pari qu'il a perdu. C'est un pari qu'il a perdu, exactement. Bon, oui, tout à fait. Alors néanmoins, il peut quand même aller s'installer à Guernesey. C'est là où vous aviez raison de parler de subtilité juridique. Ça n'a pas été une expulsion générale du Royaume d'Angleterre, ça a été une expulsion qui ne fonctionnait que pour Jersey. Donc il avait le droit d'aller à Guernesey. Eh bien, ça va lui réussir plus tôt puisqu'il va devenir propriétaire à Guernesey d'une somptueuse demeure dont nous allons parler très bientôt. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de l'exil de Victor Hugo cet après-midi sur Europe 1. Alors de 15h à 15h30, nous allons aller nous balader à Guernesey, respirer l'air frais de cette île anglo-normande. D'ailleurs, Anne-Marie nous dit sur Facebook « Je connais bien Guernesey, c'est un beau mélange du nord de la France et de l'Angleterre. Des petits pubs confortables où le temps s'est arrêté, des plages qui ne peuvent qu'inspirer un poète. » Voilà une description de Guernesey. Vous pouvez vous aussi venir nous parler de Guernesey. Et cette visite, nous allons la faire avec Gérard Audinet, qui est directeur des maisons de Victor Hugo de Paris et de Guernesey, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Gérard Audinet, Bonjour. Merci d'être avec nous. La maison de Victor Hugo à Guernesey est un véritable lieu de pèlerinage aujourd'hui, il faut le dire. Oui, un lieu de pèlerinage un peu limité parce qu'on ne la visite que d'avril à septembre. Il ne faut pas trop de monde pour ne pas l'abîmer, justement. Il faut la préserver. C'est un endroit qui est resté, sinon intact, disons, en très très bon état en tout cas. Hein. Presque en bon état. Les décors ont forcément un peu souffert parce qu'il y a beaucoup de textiles dans les décors de Victor Hugo. Donc c'est pour ça qu'on lance une grande campagne de restauration. Mais le public qui entre y est forcément sous le choc, très ému souvent. Et il y a une révélation, ils ont l'impression qu'ils comprennent enfin Victor Hugo. Oui, c'est peut-être là qu'il faut aller le chercher d'une certaine manière. C'est là qu'il va devenir l'homme de l'exil. Jusqu'ici, à Bruxelles, de façon transitoire et de façon non moins passagère à Jersey, il avait été un peu un exilé forcé. Il devient un exilé de choix à Guernesey. Enfin, c'est moi qui dis ça, hein, Jean-Marc Ovas. Il devient un exilé de choix à partir de 59. Le 15 août 59, amnistie générale sans condition décrétée par Napoléon III. Donc à partir de 59, Là, jusqu'à 59, aucune raison de rester il est en proscrit. voilà, à partir de 59, il est effectivement proscrit volontaire, mais il a dit qu'il ne rentrerait pas avant la chute de l'Empire, donc il se tient à cela. Voilà, ça peut durer longtemps, il voit bien que ça peut durer longtemps. Hein, en 59, Napoléon III est déjà malade, mais on ne le sait pas. Hein. Non, mais dans la dédicace des travailleurs de la mer qui est dédiée à l'île de Guernesey, il dit bien mon asile actuel, mon tombeau probable. Donc il pense vraiment qu'il va mourir en exil. Alors il y a tous ceux qui s'en vont évidemment, parce que lui reste, mais il voit, j'allais dire les rats quitter le navire, l'expression n'est pas très aimable ni très élégante, mais en tout cas il voit un certain nombre de proscrits choisir de rentrer. Oui, presque tous rentrent en 59, ça a été très long quand même déjà, et presque tous, sauf quelques exceptions évidemment. Et s'il n'en reste qu'un, c'est voilà, ça. Donc il n'en reste pas qu'un, mais il n'en reste pas beaucoup, ça c'est sûr. Donc il devient beaucoup plus isolé à partir de 59. S'il devait n'en rester qu'un, je serais celui-là. D'où vient cet entêtement de Victor Hugo? Il a compris que ça faisait maintenant partie de... Ah non, c'est pas un entêtement, mais il n'a jamais reconnu à Napoléon III, qui prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un usurpateur, le droit de l'exiler. Donc le fait qu'il lui octroie le droit de revenir, il n'a pas plus le droit de lui octroyer le droit de revenir qu'il avait le droit de le faire partir. Donc non, il est cohérent avec lui-même. Là, il est cohérent et infiniment orgueilleux, mais c'est un bel orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil. C'est pas le seul exemple dans l'histoire de l'humanité de quelqu'un qui refuse de revenir avant la chute d'un régime, je pense. Oui, mais vous n'attribuez pas ça à une dimension orgueilleuse. Vous pensez que c'est plutôt une question de cohérence, simplement. Bien sûr. Ce n'est que de la cohérence. Bien sûr. Il a dit, il l'a écrit, il va pas revenir. Il va pas revenir. Il ne va pas se déjuger. Bien sûr, oui. Mais il n'y a pas d'orgueil là-dedans, dites-vous. Bon, écoutez, je vous laisse la responsabilité de cette analyse. Il va donc falloir qu'il s'installe, en tout cas. Oui, alors on oublie souvent quand on voit Villaos, mais Hugo n'a jamais été propriétaire de sa vie. Donc quand on va visiter la place des Vosges, tout le monde pense qu'il était propriétaire. Pas du tout. Il a toujours été locataire. Donc il achète à Guernesey. Et pourquoi il achète? Parce que
Les lois de Guernesey sont différentes de celles de Jersey. À Jersey, un étranger ne pouvait pas acheter. Je pense que ça n'a pas changé d'ailleurs. Ne pouvait pas, sauf conditions particulières, ne pouvait pas acheter. À Guernesey, ils avaient le droit d'acheter. L'étranger pouvait acheter. Et donc, et en étant propriétaire, à ce moment-là, il pouvait plus être expulsé. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de raisons pour lui faire acheter une maison. Alors, nous allons voir dans un instant ce qu'il a acheté. Nous verrons comment il y vivait. Nous parlerons de Juliette, qu'il faut jamais oublier, hein, qui est toujours là, en marge de la famille, si je puis dire, à attendre toujours son grand homme et à le recevoir quotidiennement. Tout ça s'achève brutalement à la chute du Second Empire. Il s'attendait à la défaite de 1870. Je pense qu'il a été surpris, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Ça a été d'une rapidité et d'une brutalité relativement inattendue. Il a quand même anticipé la fin puisqu'il se rapproche pour venir à Bruxelles, plus près de la France pour pouvoir revenir. Mais effectivement, il a été quand même surpris. Et il arrive, donc il passe effectivement par la Belgique, mais il arrive à Paris aussitôt après la proclamation. Un jour après, c'est incroyable. Le 4 septembre, la République est proclamée, il prend le train et il arrive à Paris le 5 septembre au soir, gare du Nord. Alors là, pour le coup, il a été parfaitement cohérent. Il ne va pas rester longtemps à Paris, il faut le dire. Après, c'est une année terrible aussi. Il reste assez longtemps. Il reste pendant le siège de Paris. Il partira, après, il est élu député. Il va siéger avec l'Assemblée à Bordeaux. Donc, il y a eu toute une série d'histoires. Mais il reste quand même pendant le siège de Paris. Si vous voulez, on y reviendra tout à l'heure quand même. On dira ce qu'est devenu Victor Hugo après l'exil. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Victor Hugo depuis 14h sur Europe 1. Alors pour tout vous dire, nous allons visiter Guernesey. Nous avons pris la Ferrand Mobile jusqu'à Granville. À Granville, nous avons pris nous avons pris le ferry pour 1h30 environ de traversée. Et nous voilà donc maintenant à Guernesey pour découvrir la maison de Victor Hugo. Et cette visite, nous allons la faire jusqu'à 15h30 avec Gérard Audinet, qui est directeur des maisons de Victor Hugo de Paris et de Guernesey. Il faut dire, Gérard Audinet, tout à l'heure nous allons visiter la maison dans le détail, mais ce qu'il faut dire, c'est que le terme maison de Victor Hugo, là, n'est pas du tout exagéré, puisque c'est une maison conçue par Hugo pour Hugo, et il était chez lui pour une fois. Il était propriétaire. Il était propriétaire, il payait le droit de poulage à la reine, c'est-à-dire 2 poules par an, que je regrette de ne plus payer aujourd'hui. Elle aussi, je le crois d'ailleurs. Et il n'y a pas 1 centimètre carré de la maison qui ne soit l'œuvre de Victor Hugo. Oui, c'est ça. Puisqu'il décore, c'est-à-dire c'est pas de la décoration, on met des tableaux sur les murs et un univers meubles, hugolien total. C'est tout, c'est les murs, le plafond, le sol, tout est aménagé par Victor Hugo avec des menuisiers guernesiais qui se plient à ses caprices. Donc beaucoup de boiseries, des tapisseries partout au plafond. Okay. Alors cette maison, elle appartient à qui aujourd'hui? Il faut peut-être que nous précisions. Elle appartient à la ville de Paris depuis 1927, où les descendants de Victor Hugo en ont fait don à la ville. Alors c'est donc un musée français, mais qui se trouve en territoire étranger. Nous allons dans quelques jours recevoir Monsieur Dancoine Martineau, qui s'occupe de la maison de Longwood à l'île de Sainte-Hélène. C'est un peu différent parce que à Longwood, on est en territoire britannique, certes, mais avec un bénéfice, d'un privilège d'extraterritorialité. C'est-à-dire que la petite propriété appartient à la France. Là, ce n'est même pas le cas. Hein. Non, c'est une propriété privée à Guernesey. Voilà, propriété privée de la ville de Paris. De la ville de Paris. À Guernesey. Alors, cette maison, il faut peut-être que nous la situions, que vous nous disiez où elle se trouve exactement et quelle est sa position par rapport à la mer, notamment. Alors, elle est sur la hauteur, sur une des hauteurs de Saint-Peter-Port. Et elle se trouve où par rapport au reste de l'île, peut-être? C'est à l'est de l'île, c'est vraiment face à la France. Ce qui explique que par temps clair, on puisse voir les côtes françaises. Voilà, par temps clair, c'est que le temps va changer et qu'il va pleuvoir quand on voit les côtes de France. Et ça, c'est pas bon signe, c'est vrai, oui. Et donc sur la hauteur, il y a la maison qui est dans la rue d'Hauteville. Et de là, on voit un vaste panorama depuis le Fort Saint-Georges jusqu'à Saint-Sampson, en balayant Jersey au loin, quand il fait beau, Sark et Hermes. Donc la maison est
est restée très très fidèle à ce qu'elle était du temps de Victor Hugo, mais elle a besoin de travaux et nous avons donc besoin de la générosité de nos auditeurs. C'est le moment de lancer un appel. Absolument, lance un appel. Vous pouvez donner. On cherche beaucoup d'argent. Déjà un premier objectif pour des restaurations d'œuvres et de mobilier, 200 000 €. Vous pouvez donner en ligne sur le site de la Fondation du Patrimoine. Si vous voulez payer en 3 fois, c'est aussi possible. Voilà, mais c'est déductible des impôts, donc par les temps qui courent, c'est appréciable. Et on recherche en tout à peu près 2 millions d'euros. Ce sont des gros travaux, parce que Victor Hugo était... Des travaux sur quelle partie du bâtiment que vous voulez faire ? Victor Hugo était un grand écrivain, mais moins bon ingénieur, il faut le reconnaître. Et il a fait deux ajouts à cette maison importants. Une serre à 2 étages, parce qu'il s'est passionné, Jean-Marc parlait tout à l'heure de la serre de Marine Terrasse, et s'il a façonné Victor Hugo. C'était une façon d'habiter le paysage. Et en fait, la maison est aussi comme un paysage, et il y a vraiment une prolongation du jardin à l'intérieur de la maison. Et puis ce fameux look-out sur le toit, donc ce cristal rouge, voilà, qui est vitré, et qu'il a installé juste sur l'évacuation des eaux fluviales du toit. Donc en fait, depuis Victor Hugo, il pleut dans ces deux espaces, voilà. Et c'est des travaux techniques un peu compliqués. Oui, parce qu'il faut arriver à rendre tout cela étanche et sans pour autant modifier l'aspect, bien entendu. Sans modifier l'aspect. Et dans ces décors, Victor Hugo a utilisé beaucoup de textiles. Vous savez, la soie s'use naturellement, donc ça a déjà été changé dans certaines pièces. Et le look-out a beaucoup souffert. Les canapés autrefois étaient recouverts de tapis turc, il y avait du feutre imprimé sur les murs. Donc on a des choses à restituer, à compléter. Alors pour faire un don, il faut aller sur le site de la Fondation du Patrimoine, www.fondation-patrimoine.org/51228. Ça c'est votre créneau. Fondation du Patrimoine sur Google. Ça suffira à mon avis. Mais voilà. Pour découvrir ce projet, vous avez amené à la maison de Victor Hugo à Paris, la maison qu'il louait Place Royale, l'actuelle Place des Vosges, vous avez apporté un certain nombre d'éléments de décor, d'objets, de meubles, tout ça pour expliquer aux visiteurs ce qu'il faut faire, comment on doit le faire, et voilà, et inciter aussi à s'associer avec nous, parce que la campagne fonctionne d'ailleurs très différemment d'habitude. La Fondation du Patrimoine, c'est plutôt des petits dons, donc vraiment des dons, et c'est très touchant, de gens qui aiment, modestes mais qui aiment, et qui veulent du coup mettre un petit peu de quelque chose d'eux dans cette maison. Oui. Eh bien, je pense qu'il y a énormément d'amoureux de Victor Hugo, et que notamment dans la région parisienne, les gens vont aller voir Place des Vosges, ce que vous êtes en train de préparer à Guernesey. Et puis l'idéal, c'est de pouvoir aller à Guernesey même. Ce que nous allons faire dans un instant, nous allons visiter cette maison. Il ne faudrait pas oublier que Juliette habitait tout près. Évidemment, Juliette Drouet n'est jamais loin de son totor, Jean-Marc Ovas. Non, elle habite toujours à côté, absolument, et elle a une maison qui existe encore aussi, avec vue sur Hauteville-la-Hausse. Donc oui, et puis pendant l'exil, elle va changer de maison. Enfin, oui. Est-ce qu'elle a été peu à peu adoptée, si je puis dire, par la famille Hugo, ou est-ce qu'elle est parfaitement en marge de... Non, elle est très doucement, mais ça a mis beaucoup de temps. Mais il est certain qu'à partir donc de 59, on a raconté que tout le monde repartait en France. C'est vrai aussi pour la famille de Victor Hugo. Donc son fils s'en va, sa femme s'en va souvent avec sa fille. Les deux Adèle mère et Adèle fille, s'en vont régulièrement. Donc il y a beaucoup de moments où Victor Hugo se retrouve seul sur l'île avec Juliette. Donc je crois que à la fin de sa vie, parce que c'est la fin de la vie de Madame Victor Hugo, elle a su gré à Juliette, de veiller sur son mari. Elle a passé le relais d'une certaine manière. Et donc on a des témoignages. Pour la première fois, elle lui envoie son livre, Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, avec un envoi à Juliette. Voilà, donc il y a un échange. Elle s'invite. Juliette refuse. Mais enfin voilà. Il arrive aussi que pour voir sa famille, Hugo s'en aille à Bruxelles, en fait. Hein. Oui, il voyage à cette époque quand même. Alors l'exil, c'est pareil. Donc la première moitié de l'exil, jusqu'à 59-60, il ne bouge pas des îles. Donc il reste quand même presque une dizaine d'années dans ces îles. Et puis la deuxième moitié de l'exil, il recommence ses voyages annuels dont il avait pris l'habitude avant l'exil.
toujours en évitant la France, bien sûr. Donc il passe par Londres, il est obligé. Et il fait un Londres-Bruxelles après, bien sûr par les bateaux. Donc Ostende et puis Ostende-Bruxelles. Et après, à Bruxelles, il retrouve son fils qui s'était installé à Bruxelles. Donc il a une adresse à Bruxelles. Et à partir de là, il rayonne dans la vallée du Rhin, éventuellement jusqu'en Suisse, quelquefois, une fois aussi en Hollande, dans différentes régions. Souvent la vallée du Rhin. Gérard Audinet s'est muni des clés, ça tombe bien. Nous allons, si vous le voulez bien, visiter maintenant cette maison tellement célèbre, cette maison j'allais dire du bout du monde, en tout cas du bout des flots, cette maison de Victor Hugo, Hauteville House à Guernesey. Europe 1, au cœur de l'histoire. Attends, je me trompe ou t'étais chez Éléphant Bleu? T'as vu ça? J'ai ma carrosserie éclatante. Ce serait pas l'opération coup d'éclat de printemps? Mais si! Du 3 au 15 mai, Éléphant Bleu t'offre 40% de lavage en plus. 40% en plus? Mais c'est Éléphant mieux. Éléphant Bleu, plus pro, plus propre. Conditions et centres participants sur éléphantbleu.fr. 3, 2, 1, passage antenne. Mesdames, messieurs, bonsoir. L'actualité ce soir, l'affluence à Prémibel qui dépasse celle des votes pour les élections. Les esprits commencent à s'échauffer, semble-t-il. Prémibel brade tous ses parquets en stock. Parquet massif, stratifié, contre-collé, flottant, lame de terrasse sous couche. Alors, pas d'hésitation, votez Prémibel Parquet. Prémibel, 15 magasins en Ile-de-France. Retrouvez nos adresses sur prémibel-parquet.com. Prémibel, des parquets de haute qualité à prix plancher. À Neoma Business School, nos formations managériales donnent de l'élan à votre carrière et vous font accéder aux plus hautes fonctions de l'entreprise. Triplement accrédités et reconnus par les professionnels, nos programmes MBA et Executive MBA vous préparent au changement. Stages de leadership, learning expédition, séminaires de développement personnel. L'approche innovante de nos experts, basée sur l'expérience et l'immersion, vous donne les clés pour devenir un leader visionnaire et responsable. Plus d'infos sur neoma-bs.fr. Baron de l'Estac. Un amateur de vin pendant l'été cherchait un rosé de qualité. Baron de l'Estac débarque tout à trac. Pour un rosé qui change, pourquoi pas un Bordeaux? Goût framboise et pêche, en aimable duo, le Bordeaux rosé, frais et harmonieux. C'est moi pour vous servir, monsieur. En signe de réponse favorable, il mit Baron de l'Estac sur la table. Conclusion, on peut être Bordeaux et se boire bien frais. Baron de l'Estac rosé le prouve, s'il vous plaît. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous vous proposons cet après-midi une visite de Hauteville House, la maison de Victor Hugo à Guernesey. Et cette visite, c'est Gérard Audinet, directeur des maisons de Victor Hugo de Paris et de Guernesey, qui vous l'a fait. Il ne faut pas être allergique aux escaliers parce que la maison, évidemment, s'étage sur plusieurs niveaux. Alors, entrons, commençons par le vestibule, si vous voulez bien, Gérard Audinet. Dès le vestibule, tout est dit. On a déjà un collage, on a tout le vocabulaire décoratif de Victor Hugo. On a un collage d'éléments assez étranges. On a des panneaux de bois qui sont découpés selon les dessins de Victor Hugo, qui servent de cadre à un C'est bien lui qui a fait tout ça, hein? Oui, il fait les dessins et avec ses menuisiers, il exécute. Il lui arrive de mettre la main à la pâte aussi. Et donc ces cadres qui servent à tapas d'Océanie, ce qui est assez rare à l'époque, il y a des nattes japonaises en bambou peintes, un papier mural des motifs végétaux, et puis surtout on est face à une colonne qui supporte ce qu'on appelle le frontispice, c'est-à-dire un cadre qu'il a réutilisé d'un artiste romantique et qui évoque Notre-Dame de Paris. Voilà, donc on rentre sous le patronage de Notre-Dame de Paris. On est déjà complètement dans l'univers de Victor Hugo, voilà, et c'est lui qui l'a voulu ainsi, d'une certaine manière. Et après, dans le second vestibule, on est entouré de boiseries, de meubles normands récupérés. On commence à avoir les premières maximes d'hygiène et de philosophie. Et puis, si on veut traverser la maison et ressortir dans le jardin, on passe dans le fameux couloir aux faïences. Alors là, il décore avec des services, mais vous auriez mis bêtement les faïences sur les étagères. Lui, il les met au plafond aussi. Voilà. Donc, et c'est comme ça dans toute la maison, avec beaucoup d'inventions, de poésie, de fantaisie. Il prend des dossiers de chaises pour faire des lambrequins de fenêtres. Enfin, voilà, il récupère des tas de choses. Quand on est dans ce couloir, il y a le billard. Le billard, qui est la pièce familiale, d'ailleurs qu'il va condamner à partir du moment où il va se retrouver tout seul. Donc le billard est à droite quand on avance. À droite quand on avance. Et en face, c'est la salle à manger. C'est la salle à manger, cette célèbre salle à manger qui est toute de bois de tapisserie, surtout de carreaux de Delft. Il y
avec trônant au-dessus de la cheminée. Donc vous imaginez le repas de famille avec Madame Hugo à table, cette cheminée qui est surmontée d'une Notre-Dame de Bon Secours, qui est un cadeau de Juliette Drouet. Par où les visiteurs entrent-ils aujourd'hui ? Il faut peut-être qu'on explique ça. Par l'entrée normale, une premier vestibule. Donc, nous montons, si vous voulez bien. Nous montons dans un escalier que nous espérons d'ailleurs restituer comme il était à l'époque, c'est-à-dire entièrement tapissé de feutre imprimé, non seulement sur le mur, mais aussi sur la rambarde. Donc on devait monter dans une espèce de labyrinthe de verdure, comme ça, jusqu'à la lumière du lookout. Oui. Et alors, la déco, là encore, des salons, salon rouge, salon bleu, tout ça, c'est l'esprit de Victor Hugo. Est-ce que d'autres ont participé quand même ? Est-ce qu'on avait le droit de lui donner des conseils ? Alors, des conseils, peut-être pas, mais Charles, toujours, qui est toujours dans la foulée de son père, intervient. Il achète des meubles, ça arrive aussi à François Victor. Lorsqu'ils vont à Londres, ils achètent des meubles pour leur père. Charles intervient parfois en peignant des volets aussi dans le Salon Bleu. Voilà, mais l'essentiel de l'œuvre est vraiment fait par Victor Hugo. Il avait des projets qui n'étaient pas seulement, vous nous l'avez dit, de décoration, mais aussi d'architecture. C'est lui qui modifiait D'ailleurs, au deuxième étage, il y a cette grande galerie qui aurait dû être normalement une sorte de complexe d'écriture. La galerie de Chêne, une pièce qui n'a servi à rien, pour laquelle il a abattu un mur pour réunir un grand espace et qu'il a arrangé en deux parties. C'était censé être son cabinet de travail et sa chambre, donc son appartement. Et donc c'est une pièce qui est bâtie en opposition entre le jour et la nuit, le travail et le songe, la vie et la mort. Voilà, quand Victor Hugo va rentrer à Paris après 1870, puis de nouveau en 1875, il habitera dans un premier temps dans le quartier de la Nouvelle Athènes, puis il s'installera évidemment dans la célèbre avenue qui va finir par prendre son nom. Avant cela, il était place des Vosges. Est-ce qu'il y a un lien et une filiation, si je puis dire, entre le décor de la maison de la place des Vosges et celle de Guernesey ? Pour autant qu'on le sache, oui, on a quand même assez peu de témoignages, en tout cas iconographiques, de ce qu'était la place des Vosges, mais on a quand même quelques traces. Et on sait qu'il y a déjà des formules qui sont mises en place à Paris qu'il va réutiliser. Et surtout, lorsque sa famille part le rejoindre en exil, on organise une vente de tout son mobilier à Paris, rue de la Tour d'Auvergne. Et ce qui n'est pas vendu reste stocké chez Juliette. Et à partir du moment où il achète Hauteville, il fait revenir tout ce mobilier. Il réutilise des choses qui sont toujours en place, comme les portes de lac ou les tapisseries de perles très prestigieuses du Salon Rouge. Alors, si nous montons encore un étage, là, cette fois, on va se retrouver dans le fameux atelier d'écriture, enfin dans la véranda, on se retrouve lookout. Sous les toits, dans un espace assez bas de plafond, comme ça, très, très serré. On a en fait 2 lieux d'écriture, même 3 en fait. Il y a 3 pièces à cet étage-là. Il y a avant la construction du lookout qui ne se fera qu'en 62. Il y a un premier espace qui était son cabinet de travail où il a écrit les Misérables et la légende des siècles. Sa chambre aussi qui donne sur le Fort George. Et puis alors il fait abattre un mur, couper une partie du toit et organiser ce lookout. Il faut donc qu'on vous aide à retaper, si je puis dire, cette belle maison de Victor Hugo, cette maison de Hauteville House. J'aurais bien aimé qu'on se promène un peu dans Guernesey même. On va le faire avec Lorena Martin qui nous donnera ses bonnes adresses dans un instant. Qu'y a-t-il à voir en dehors de la maison de Victor Hugo à Guernesey ? La statue de Victor Hugo à Covent Garden et le musée, bien sûr. Il y a la Little Chapel qui est très, très... Ah, ça, c'est la plus petite chapelle du monde, on dit. Voilà, c'est vrai, la plus petite chapelle du monde. Vous pouvez aussi voir, c'est dans le livre Guinness des records, l'Albion, qui est un pub, qui est le pub d'Angleterre, le pub du Royaume-Uni. Le plus proche d'une église, voilà. Et puis surtout des balades sur l'île. Des falaises, des plages. Voilà, il faut aller voir ce qu'il reste de la maison visionnée des travailleurs de la mer. Ah oui, mais parce que évidemment c'est le cadre des travailleurs de la mer. Oui. Donc on peut se promener sur les pas de Gilliatt. En fait, il est difficile de se promener sur cette île de Guernesey, qui est un tout petit peu plus petite que celle de Jersey. Il est difficile de s'y promener sans forcément être rattrapé par le fantôme d'Hugo, si je comprends bien. Si vous allez à Fermain-Baie, c'est là où il se baignait, donc vous êtes toujours dans le souvenir de Victor Hugo. Et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux cet après-midi. Catel vient de nous poster un message sur Facebook. J'ai visité Hauteville House lors d'un voyage scolaire en 3e. J'en garde un souvenir très ému, notamment de son boudoir où il faisait du spiritisme et avait gravé, il me
ensemble les noms des esprits célèbres qu'il avait contactés et ce petit escalier qui part de la chambre et mène à cette petite tablette en bois à l'étage où il écrivait debout. J'espère vraiment pouvoir y retourner un jour avec mes enfants. C'est un lieu chargé d'émotions. Bonne journée, bonne émission. Catel de Vendée. Eh bien, on vous le souhaite, Catel, ainsi qu'à nombre de nos auditeurs. À mon avis, vous serez bien reçus. Gérard Audinet est là qui vous attend. Il fait toujours beau à Guernesey? Il fait toujours beau quand j'y vais. Moi, je ne rêve que de tempête à Guernesey. À chaque fois que j'y vais, j'ai un coup de soleil. Ah oui, mais voilà, on n'a jamais ce qu'on voudrait finalement. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes à Guernesey cet après-midi. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire de Victor Hugo et de son exil à Guernesey. Alors si vous avez prévu de vous y rendre, prenez de quoi noter. Voici les bons plans de Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors, redisons peut-être à nos auditeurs comment on se rend à Guernesey. Depuis la France, parce qu'on peut aussi y aller depuis l'Angleterre, par définition. Exactement. On peut y aller par les airs, depuis Dinard, depuis Jersey, depuis Paris aussi, il y a une petite compagnie. Exactement. Donc au départ de Dinard, vous avez Aurigny.com, où il y a des vols, mais pas tous les jours. Et au départ aussi de Jersey et Paris avec Blue Islands et Aurigny.com. Et par la mer aussi. Et par la mer, voilà. Pour ceux qui n'ont pas le mal de mer, bien c'est quand évidemment. même mieux, non, me semble-t-il. Et au départ de Saint-Malo avec Condor Ferries, ou alors au départ de Dielette et Carteret avec Manchil Express. Et là, du 10 au 14 mai, va avoir lieu la 5e édition du Festival littéraire de Guernesey à Saint-Peter-Port, justement. Exactement, puisqu'à Guernesey, en fait, il y a de nombreux festivals autour de la randonnée, des fleurs et de la gastronomie. Mais là, puisqu'on a parlé de Victor Hugo, il faut mettre en avant donc du coup ce festival littéraire qui propose un mélange de rencontres et d'ateliers entre écrivains, acteurs, romanciers, biographes, auteurs pour enfants, dramaturges, etc. Tout un beau programme que vous pouvez regarder sur Internet sur guernseylitteraryfestival.com. Est-ce que vous nous avez trouvé un bed and breakfast, une chambre d'hôte dans la maison de Victor Hugo? Alors, dans la maison, non, mais très proche, oui. Vous avez notamment Pandora, qui est un hôtel très bon marché et très bien situé sur les hauteurs donc de Saint-Peter-Port, à proximité vraiment de Haute Villa House. Vous êtes vraiment dans ce centre-là idéal pour profiter de la capitale et des musées à pied. Et c'est une annexe en fait de l'hôtel Pandora qui était la première maison de Juliette Drouet à Guernesey. Et donc les chanceux pourraient même dormir dans sa chambre. Et Gérard Audinet nous dit que on peut louer la maison de la chambre de Juliette Drouet. Si on est entre nous, je vous donne le numéro de la chambre. La 20, voilà, vous demandez la 20. La numéro 20, vous serez avec Juliette Drouet. Exactement. Et donc sinon, vous avez d'autres... Voilà un secret qui n'en est plus un. Tout le monde va demander la chambre 20. La chambre 20. Sinon, vous avez d'autres adresses. En bed and breakfast, vous avez La Roche, qui est une demeure de style géorgien, entourée de jardins privés. Vous êtes à la fois c'est un petit peu la campagne et proche aussi des plages de sable de Guernesey. C'est situé au milieu de l'île, sur un point élevé, dans un cadre tranquille, avec la vue sur la mer au loin. Et je vous recommande quand même, sinon, le All Government House Hotel, qui est l'ancienne résidence du gouverneur de Guernesey au XVIIIe siècle. Maintenant plus chic, ça. Très chic. Et notamment, ils ont un afternoon tea, où vous pouvez aller donc prendre le tea time dans l'après-midi, donc vers 17h. C'est un salon où on se croit au château de Balmoral chez la reine. Et par beau temps, vous pouvez même le déguster donc dans le jardin. C'est très agréable. Vous avez des finger sandwich, une sélection de gâteaux. Quelles sont les spécialités? Les spécialités. Donc la cuisine de Guernesey en fait est encore très tributaire de la cuisine normande et britannique. Vous avez beaucoup de plats à base de beurre, de crème fraîche et aussi on va dire qu'on suit en faisant la moue. Et on va dire qu'on suit les coutumes. La méditerranéenne qui vient de Marseille et qui veut tout faire à l'huile d'olive. Ouais. Alors qu'il n'y a rien de meilleur qu'un peu de beurre et beaucoup de crème. Voilà. Et donc la majorité en fait des Iliens adoptent les coutumes britanniques en ce qui concerne le rythme des repas. Ils commencent par un petit déjeuner assez copieux, un déjeuner léger avec les crab sandwiches, les petits sandwichs au crabe avec un petit peu de mayonnaise. Le tea time dont je vous parlais, donc vers 17h avec la gâche mêlée. C'est une sorte de gâteau aux pommes à la cannelle, noix de muscade et beurre, bien évidemment. Bien sûr. Et bien sûr le dîner. Bon.
il y a un marché, j'imagine. Vous avez le marché, oui, le plus grand marché de Guernesey où on retrouve tous les producteurs locaux qui a lieu tous les samedis au centre communautaire de Saint-Martin de 9h à 12h. Sinon, vous avez aussi le marché tous les jours à Saint-Peter-Port et Saint-Hélier. Et on produit des tomates à Guernesey, on produit des fraises aussi, bien entendu. Très très bonnes. Où est-ce qu'on peut déguster tout ça? Vous avez quelques restaurants à nous proposer, j'imagine. Oui. Je vous en propose 2, parce qu'après nous avons fini. Alors bon, on va choisir pour le fish and chips 2 adresses. Vous avez Christie's à Saint-Peter-Port où vous avez une très belle vue sur la terrasse et The Cornerstone qui est le pub le plus proche de la maison de Victor Hugo à 5 minutes à pied, un incontournable et le délicieux fish and chips est très copieux. 15 secondes à Lorena Martin pour parler comme de quelque chose d'un petit peu plus gastronomique peut-être. La Réunion avec une vue là encore magnifique sur la mer, sur cette baie de Kobo, absolument sublime, et la salle du restaurant dispose de fenêtres panoramiques qui vous donnent toute la vue sur la baie et vous avez des menus qui changent en fonction des saisons. C'est très agréable. Merci beaucoup Lorena Martin, merci à vous d'être venue nous parler de cette maison d'hôte Villa House et de cet exil de Victor Hugo qui n'est finalement jamais exilé dans nos cœurs. Victor Hugo est là, présent, il est dans l'inconscient collectif des Français. Et je passe maintenant la parole à Alessandra Sublet. Merci Franck Ferrand, la cour des grands arrive tout de suite, 15h30, 17h, et je vous souhaite un excellent week-end. Très bon week-end à vous, chère Alessandra. Nous nous retrouvons lundi, alors, Anissa. Samedi et dimanche, parce que c'est du 7 sur 7 cette semaine. Oui, demain, la rediff à 14h consacrée à Jules Verne, et dimanche, à la place du grand rendez-vous, à la place de la politique, vous aurez de l'histoire de 10h à 11h. Mais de l'histoire un peu politique quand même. Mais de l'histoire politique, vous nous raconterez la vie de Madame Pompidou. Pompidou, voilà, c'est ça, Claude Pompidou. Et lundi, bien sûr, à partir de 14h. Bon week-end à tous.